mais bon. Ouais. Génial. C'est super. Bon. On a été bien. En 2 minutes. Je suis calé. Je sais s'il va y avoir des gens extérieurs, parce que l'envoi c'est largement, mais là, c'est Ah ben oui, il y avait le cahier hier, en effet. absolument. Bon, ça va. Oui, c'est C'est génial. J'ai tapé oui. les décisions. Voilà, c'est comme ça. Non, je ne fais pas perdre. Ce qui est clair, c'est vrai. Je ne fais pas Ça va pas. On est en 11. Je le dis à qui veut l'entendre de toute façon. Vous avez envoyé un truc donc. Je suis très content. Alors, c'est vrai que je me suis fait la remarque que les thématiques étaient très virales, virologie. Ce qu'on a eu, enfin, on va voir le CFD, on a eu des cas de virus. Ouais. Il y a aussi, d'ailleurs, aussi sur les complications de certains de nos traitements, le Belatacept en particulier. Et puis, de toute façon, moi, j'avais très envie d'entendre sur les vaccinations anti-HPV, large d'ailleurs, qu'on appelle simplement de la néphrologie, largement. Et donc, je suis très content d'avoir Hélène Perret, qui est une brillante professeure et virologue donc à Pompidou, et qui vient de me faire part qu'elle faisait partie de l'avenir de la PHP. Donc, J'ai créé voilà. 2025 de la Fondation APHP. C'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Bien. Ça fait du bien dans un bon moment. Voilà. Bon, écoute, très bien. Donc, on t'écoute avec bonheur. Super, merci beaucoup Eric. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, en fait, moi, je suis virologue à l'hôpital Robert avec Nargis. Ça fait longtemps que je suis là, moi, depuis 2009. J'ai fait mon AHU, PHU, MCUPH et PUPH. Et à la base, je ne suis pas virologue. J'ai ma thèse de sciences avec Eric Tartour, qui est immunologiste, qui est chef de service en immuno ici, et qui travaille sur la vaccination thérapeutique antitumorale. Et donc, on ne va pas parler de cette vaccination-là aujourd'hui, on va parler de la vaccination préventive anti-HPV. Et la vaccination thérapeutique antitumorale, vous avez entendu parler des inhibiteurs d'immune checkpoint. En fait, la vaccination thérapeutique, c'est essayer de stimuler, notamment par une vaccination associée à ces inhibiteurs des immune checkpoint, stimuler la réponse cellulaire cellulite pour que cette réponse, finalement, ces cellules reconnaissent les cellules tumorales comme étant du non-soi et s'attaquent aux cellules tumorales pour les traiter. Et moi, j'ai fait ma thèse de science sur cette vaccination thérapeutique, du coup, qu'on utilise sur les cancers HPV1. C'est ça que j'ai fait de l'HPV. Et après, je me suis réorientée en virologie, et pour être virologue, mais par le biais de cet HPV. Donc, je connais bien ce qui est immuno, au départ plus thérapeutique. Après, je me suis intéressée à la vaccination préventive anti-HPV, parce que j'ai appris quand même de savoir que si nous étions tous vaccinés et avec un taux de couverture vaccinale de l'ordre de 90%, nous éradiquerions le nombre des cancers HPV1 vif, qui va être le cas, et je vais revenir en ce qui concerne les cancers du col de l'utérus en 2027 pour la Suède, en 2035 pour l'Australie et en 2040 pour le Danemark. Donc, dans ces pays-là, grâce à la couverture vaccinale et la vaccination préventive anti-HPV, donc qui empêche l'infection, vous savez que les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. Donc, si vous vaccinez les gens et que vous induisez chez eux des anticorps neutralisants qui reconnaissent la glycoprotéine L1 de surface du virus, vous empêchez le virus de rentrer dans les cellules, et donc vous empêchez l'infection. Si vous empêchez l'infection HPV, vous empêchez les cancers induits par ce virus. Et donc, avec une couverture vaccinale de 90%, les pays que je viens de vous citer, qui sont un peu l'équivalent de la France quand même, ont éradiqué le cancer du col de l'utérus. C'est les premières données qu'on va avoir, mais à terme, les cancers HPV1 aussi. Donc, du coup, juste, donc ça, c'est mes liens d'intérêt, c'est très important, je pense.
Et donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que le virus HPV, c'est un virus dont on retrouve des traces chez l'homme de Néandertal. HPV, c'est Human Papillomavirus. C'est partie de la grande famille des papillomaviridés, qui est divisée en différents genres, dont les Human Papillomavirus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des virus qui ont coévolué avec les espèces qu'ils infectent. Donc, les Human Papillomavirus ont coévolué avec le primate, puis l'homme, et on a vraiment cette coévolution, c'est des virus à ADN très stable et qui ont vraiment cette particularité de ne pas du tout être émergents et d'être connus un peu depuis la nuit des temps. Pour ce qui est des papillomavirus humains, on a différents sous-genres. Donc l'alpha, ceux qui induisent des cancers et des lésions prétumorales, et à côté de ça, vous avez tous les genres qui induisent des virus cutanés. Donc mu, gamma, bêta, mais nous on va s'intéresser évidemment aux alpha papillomavirus qui ont la particularité d'avoir un tropisme cutanéo-muqueux. C'est pour ça qu'ils peuvent être à l'origine de lésions prétumorales et de cancers au niveau des muqueuses, notamment anogénitales et oropharyngées. Parmi ces alpha HPV, on a deux types de virus. On a les alpha HPV à Baris oncogène et à Oris oncogène, qui ont été définis par l'IARC, par le Centre international de recherche contre le cancer. Et dans les HPV à bas risque, donc eux sont responsables de lésions véritables, des lésions condylmateuses, c'est les chefs de file HPV6 et 11. Et de l'autre côté, les HPV à haut risque oncogène, qui sont donc eux responsables des lésions dysplasiques ou cancéreuses dans les différentes sphères que je viens de vous citer, les sphères anogénitales. Pour les HPV à haut risque oncogène, on en a 14, et ceux avec une astérix sont ceux qu'on doit retrouver comme cible dans le vaccin non avalent, qui est maintenant sur le marché utilisé. Donc, finalement, avec le vaccin non avalent, on va protéger contre les lésions condylmateuses parce qu'on va protéger contre l'HPV6 et 11 qui sont responsables dans la grande majorité de toutes les lésions condylmateuses, donc verrues génitales et papillomateuses laryngées aussi, notamment chez le jeune enfant. Et on cible 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, qui sont en termes de prévalence les HPV à haut risque les plus prévalents dans le cancer cervical. Mais on retrouve la même chose au niveau de l'anus et du canal anal et de l'oropharynx, sauf que dans ces cancers anus et oropharynx, c'est principalement l'HPV7, à 90 voire 95%. Mais après, notamment au niveau de l'oropharynx, le 31 et le 33. Mais on n'a pas cette. C'est assez marrant, on n'explique pas forcément. Dans le cancer du col, c'est 70% d'HPV7, d'HPV18. Mais l'HPV18, on n'en retrouve pas autant dans les autres cancers HPV des autres muqueuses oropharyngées et du canal anal. C'est une transmission sexuelle, c'est l'IST virale la plus fréquente dans le monde. C'est un virus extrêmement ubiquitaire, très résistant dans l'environnement, donc on ne se protège pas uniquement avec les préservatifs. Quand on a des objets sexuels, quand il y a des préliminaires, il y a une possibilité d'infection. Donc, la prévention primaire la plus efficace est évidemment la vaccination. Il peut y avoir une transmission materno-fétale qui est à l'origine notamment des papillomateuses laryngées dont je vous parlais du jeune enfant. Alors, c'est sur des tableaux immunodéficients particuliers. C'est hyper rare. Il y a une transmission au moment de l'accouchement et on n'arrive pas du tout à prédire qui va en faire, qui va pas en faire, avec généralement une association avec une disséminité, mais pas dans tous les cas. Et ça reste une pathologie, la papillomatose laryngée, chez le jeune enfant, extrêmement rare. Donc, c'est énormément de nouvelles infections par an dans le monde, c'est assez complètement asymptomatique. Vous faites infecter, vous n'avez aucun symptôme. Et dans la grande majorité des cas, dans 12 à 18 mois, la personne élimine le virus sans qu'il y ait quelconque impact clinique. On a beaucoup plus étudié la femme. Pourquoi? Parce qu'en 1975, Zorozal montre le lien de causalité entre cancer du col de l'utérus et HPV. Montre que 100% des cancers du col de l'utérus sont liés à une infection HPV. Pourquoi on s'est intéressé à l'aspect viral, à la causalité virale de ce cancer? C'est parce qu'au départ, on s'est aperçu que dans une population particulière, il y avait beaucoup moins de cancers du col de l'utérus chez les religieuses. Et donc, on s'est dit, OK, donc c'est lié à une IST. Au départ, on s'est posé la question sur l'herpès simplex. Le lien de causalité n'a pas été démonstré. Et donc, Zorozal montre ce lien de causalité en 1975. Il a d'ailleurs le prix Nobel. Il est mort assez récemment. Et donc, dès 1975, on s'intéresse évidemment aux femmes. Parce que qui a un cancer du col de l'utérus? Uniquement les femmes. Donc, c'est les femmes qui vont être les plus étudiées. Dès les années 80, Sir Jamen commence à s'intéresser au cancer ORL HPV induit. Il faut attendre très longtemps pour qu'on prenne conscience
réellement de ce lien de causalité et de l'intérêt, notamment on y reviendra, des garçons, en France en particulier, et voilà, et de promouvoir la communication par rapport à ces cancers oropharyngés. C'est cancer oropharyngé essentiellement, hein, base de langue amygdale. Et c'est à peu près, on y reviendra, 40 à 60% des cancers oropharyngés à l'heure actuelle qui sont liés à une infection HPV. Des types, évidemment, les facteurs faisant évoluer, donc je vous disais, 90% des cas, ouais, grâce à une immunité naturelle, dans 10% des cas, il va rester persistant. C'est cette persistance qui, au bout de 10-15 ans, va amener vers le cancer invasif. Il y a évidemment, dans ces 10%, une majorité des gens qui vont faire, même s'ils arrivent, parce qu'il y a des lésions prétumorales plus les cancers invasifs, et même au stade de lésions prétumorales qui peuvent régresser spontanément. Et donc, en fait, il y a des facteurs qui favorisent évidemment cette évolution jusqu'au cancer invasif et d'avoir la persistance, c'est ce que je vous disais. Le virus est indispensable au maintien du phénotype tumoral. C'est assez intéressant. Il y a des virus qui fonctionnent en quick and run, c'est-à-dire qu'ils foutent le bordel, ils se barrent et il y a le développement de la tumeur. Lui, HPV, il reste dans la cellule et il est nécessaire qu'il soit encore là pour maintenir le phénotype tumoral. Comment on a montré ça? On a dégagé en fait les oncogènes, le 6E7 d'HPV qui sont à l'origine de la tumeur dans les cellules ELA, les fameuses cellules Henriette-Lacks, qui sont un adénocarcinome HPV diffuse. On les a fait sauter, on a fait des knockouts, la cellule meurt spontanément. Donc en fait, s'il n'y a pas ces virus-là, s'il n'y a plus de virus, en fait, la cellule tumorale meurt. Donc le maintien du phénotype tumoral est vraiment lié au virus. Et ça, c'est très important, notamment dans le développement, je ne vous en parle pas là, de biomarqueurs de suivi, de prise en charge des patients qu'on développe avec David. Donc la persistance et les infections. Alors évidemment, le type d'HPV, hein, c'est un HPV à haut risque oncogène, vous avez un risque de faire des lésions dysplasiques et des cancers, c'est un HPV à bas risque oncogène, ce n'est pas le cas. Pourquoi on dit bas risque et pas zéro risque? C'est parce que l'inflammation induite par les lésions condylomateuses de l'HPV 6 et 11, à force de réséquer, etc., peut aboutir, il y a eu des cas décrits dans la littérature de cancer. Mais sauf que eux-mêmes ne transforment pas la cellule tumorale. Les infections multiples et la co-infection par le VIH. Donc ça, c'est la pyramide, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est juste que HPV est responsable de 5 à 7% de tous les cancers confondus. Et tous les cancers confondus, pas tous les cancers de virus 1, donc si on arrive à éliminer ces virus, parce que en mettant finaliste avec une vaccination préventive, en fait, on veut éradiquer les virus. C'est ça qu'on veut s'en débarrasser. On a réussi jusqu'à présent qu'avec le virus de la vaccine. Mais ouais. J'ai une question que je comprends. Le cancer de col, je comprends bien. Le cancer ORL, est-ce que le cancer ORL lié à l'HPV est autre que le cancer ORL lié au tabac? Alors, c'est autre. En termes d'identité. C'est notre histologie. Ah ouais. Histologique, oui. C'est les cellules épithéliales qui se transforment. Après, tu as la présence du virus, évidemment, dans ceux qui sont HPV induits. Mais cliniquement, ce sont des cancers différents dans le sens où les cancers HPV induits sont plus radio- et chimiosensibles. Ça a été montré dans plusieurs papiers. Et d'où tout l'intérêt, c'est pour ça que les recommandations ont changé sur le typage, et pour aller voir depuis 2018, depuis pas si longtemps, aux États-Unis et maintenant en France, pour aller incriminer l'HPV ou non dans la tumeur oropharyngée. Parce que quand tu compares tumeur HPV donc versus tumeur oropharyngée alcoolotabagique, tu as vraiment cette radio- et chimiosensibilité, et donc tu te dis que tu pourrais potentiellement faire de la désescalade thérapeutique sur les tumeurs HPV. On n'a jamais réussi pour l'instant, les essais cliniques ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que parmi les tumeurs HPV oropharyngées, tu en as des plus agressives que d'autres. Et justement, ce qu'on fait avec David en termes de biomarqueurs, on va regarder la carte d'identité virale. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, mais en fait, en gros, c'est pas rigolo, mais à partir du moment où Zorozen a dit 100% des cancers du col de l'utérus sont liés à HPV, tout le monde s'est dit, bon, on s'en fout de l'HPV parce que de toute façon, la molécule biologique est partout. Donc finalement, il n'est pas discriminant. Mais bien sûr que si, et qu'il y a un intérêt à aller regarder le virus. Et au-delà, donc il y a l'HPV-16 qui est le plus agressif, mais au-delà de ça, nous, avec nos technos de NGS et de ce que j'appelle carte d'identité virale, de capture HPV, on arrive en fait à avoir le statut moléculaire du virus dans la cellule. Dans le dogme, on disait que pour devenir oncogène, le virus devait s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte. C'est complètement fou. On a plein de cas où il ne s'intègre pas. Avec nos technos, on le voit. Par contre, très clairement, c'est quand même intéressant d'avoir le statut intégré versus non intégré et où il s'intègre. Et nous, on a vu en plus d'autres phénotypes particuliers du virus qui, je pense, sont intéressants à l'exploiter. Voilà. Donc, en fait, pour comme facteur de risque, tu disais que ça dépend du virus. Ça ne dépend pas, par exemple, pour le cancer oropharyngé, ce n'est pas le fumeur qui va développer plus
le Non. cancer Non, c'est est vraiment. affecté par le HPV en question. Eh bien, alors, je pense évidemment tu ajoutes un surrisque, mais très clairement, le cancer HPV oropharyngé est le cancer du jeune de 40 ans qui n'a jamais fumé, jamais bu. Et les États-Unis considèrent que, mais juste après, les États-Unis considèrent que c'est une épidémie. Hein. On a une augmentation depuis les années 80 de 225%. On a une chute drastique du nombre de cancers oropharyngés alcoolo-tabagiques grâce à la prévention. Hein. Et une augmentation. Alors, moi, au départ, c'est assez marrant parce que qu'est-ce que ça veut dire depuis les années 80? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tu te dis, mais attends, en fait, c'est parce qu'on ne cherchait pas. Parce que franchement, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, nous, on a fait une étude avec ISAM. On a comparé, on est allé ressortir des tumeurs des années 80 pour vérifier que si le virus y était ou pas. Et non, on voit très clairement une augmentation du nombre, la proportion de cancers HPV quand tu compares les cancers oropharyngés des années 80 à aujourd'hui. Et ce qui est incriminé, c'est le changement de comportement sexuel. Et Michael Douglas, c'est l'un des premiers à avoir mis le focus projecteur sur ces cancers oropharyngés. En 2015, il fait la une de je ne sais plus quel journal en disant « Moi, j'ai eu mon cancer de la gorge parce que j'avais fait des cunnilingus. » Et il y a de ça, en fait, derrière. Moi, que j'avais du mal et en fait, très clairement, on l'a fait. Moi, je pensais qu'on ne regardait pas, en fait, à l'époque. Et en fait, si tu regardes, t'en as marre. Donc, il y a vraiment ce côté épidémique. Et tout à l'heure, tu disais que la plupart des femmes, pour l'homme, se débarrassent du virus tout seul. Toute seule, avec une immunité, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te débarrasses ou tu ne te Ben, débarrasses pas, à part de HIV, par exemple? Non, pas vraiment. En termes d'immunité, il n'y a rien. En termes de génétique, il n'y a rien qui est vraiment. D'avoir tel HLA, tel. Qui est. Non, il n'y a rien qui, pour l'instant, est sorti dans la littérature. Donc, il y a encore, tu vois, il y a encore des. Et au-delà de ça, tu vois, celles qui ne s'en débarrassent pas ou qui s'en débarrassent, mais même à des stades de lésions précancéreuses, notamment cervicales, CIN1, enfin, LCIL, bas grade, il y a 60% des femmes qui régressent spontanément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les résecte pas immédiatement. On attend, on les surveille. On est incapable à l'heure actuelle de dire quelle femme va régresser, quelle femme va progresser. Et au stade HCIL, lésion de haut grade, donc là, tu as 30% qui vont évoluer vers le cancer invasif. Donc là, tu ne prends pas de risque, tu résectes, tu t'enlèves, tu fais une conisation. Mais là, tu as 30% qui potentiellement régresseraient spontanément. Et c'est ce qu'on fait, moi, avec une de mes étudiantes en thèse. On travaille là-dessus, sur les biomarqueurs viraux. Et on va essayer de regarder aussi l'immunité, mais nous, on se concentre vraiment sur le. Donc ça, c'est la pyramide des cancers oropharyngés HPV induits. Et juste pour terminer, cancer d'oropharynx, en nombre absolu, a dépassé le nombre de cancers du col de l'utérus aux États-Unis. Il a vraiment dépassé grâce notamment aussi aux techniques de prévention qu'on n'a pas pour le cancer ORL. On n'a pas pour le cancer oropharyngé au moment. Ça, c'est en France. Donc, on a un peu plus maintenant, on est à plus de 7000 nouveaux cas. Regardez les nouvelles données, on a plus de 7000 nouveaux cas par an. Les hommes sont évidemment autant concernés que les femmes, c'est un peu l'objectif de cette diapo. Et donc, on a évidemment la sphère anogénitale et la sphère oropharyngée. Juste pour faire un focus, cancer du col, alors en France, on a 3000 nouveaux cas, 1100 décès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour celles qui échappent parce qu'il y a la prévention, il y a du dépistage, celles qui échappent au dépistage, on arrive trop tardivement. C'est vraiment, il y a un souci de ce point de vue-là. Je reviendrai sur le dépistage à la fin parce que ça me concerne et je pense que c'est important. On a quand même des leviers qui sont la vaccination et le dépistage. Le cancer du col de l'utérus pose un problème dans le monde. On est à 570 000 nouveaux cas, 300 000 décès. Évidemment, à 80% dans les pays émergents, avec une augmentation évidente de ce nombre de cancers. J'en parlais avec Laurent là encore la semaine dernière. Ça, c'est le taux d'incidence, avec une augmentation évidente chez le VIH positif. Et je redonne les données chez le transplanté, c'est x2 pour le cancer du col de l'utérus chez les transplantés d'organes. Les stratégies, donc élimination possible, hein, on est pour la stratégie OMS, 90% de vaccination, 70% de dépistage du cancer du col de l'utérus et 90% de lésions dysplasiques traitées. Si on arrive à ces taux-là, à cette triade, on arrive à éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde. Voilà, c'est non négligeable, je pense. En France, on a fait le plan 1K à 2030, on va arriver à 80% de vaccination, 80% de dépistage, on n'y est pas encore, mais on est dans une phase ascendante. Il faut être positif. Il y a quelques années, j'étais désespérée, je suis beaucoup plus positive. Cécile aussi. Depuis Et Cécile aussi. Ouais, depuis un an ou deux. Les autres cancers génitaux, il faut quand même rappeler que 50% des cancers du pénis extrêmement rares sont liés à HPV. Cancer de la vulve et du vagin, également pour une partie
induite par ces virus. Cancer du canal anal, c'est un cancer rare. On a exactement la même physiopathologie pour le col, c'est-à-dire lésion de bas grade, lésion de haut grade, cancer invasif, sauf que la part de lésion de haut grade qui va se transformer en cancer invasif est beaucoup plus faible. Dans les études, on est à 1 à 2% versus 30%. Mais il y a un intérêt, il y a notamment le dépistage, et là, ça vous concerne aussi chez les femmes transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans, qui a été recommandé récemment par la Société française de coloproctologie et qui est mis en place depuis 2 ans. On va y revenir à la fin. Ça, voilà, c'est l'incidence, et c'est pour ça, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, l'incidence du cancer du canal anal en France. C'est évidemment, alors, c'est essentiellement, en fait, en nombre absolu, les femmes d'un certain âge. Pourquoi, notamment, qui ont des antécédents de lésions gynécologiques. Parce que vous imaginez bien que si vous avez eu un cancer du col, une lésion dysplasique au niveau du col, il y a de fortes chances que vous soyez infecté par l'HPV au risque au niveau du canal anal. Et si vous êtes allé jusqu'au développement, on ne connaît pas les facteurs, jusqu'au développement des lésions dysplasiques ou de cancer au niveau gynéco, bah, tu te dis que potentiellement, tu es quand même le sujet parfait pour faire une lésion aussi au niveau anal. Donc, c'est ce qu'on voit. Et l'autre population, c'est évidemment les MSM, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, notamment HIV+. Et ça, c'est un papier Gary Clifford qui est à l'IARC et qui travaille beaucoup sur HPV, notamment chez la population VIH et au côté cancer du canal anal. Et en fait, ils ont regardé, il y a et notamment le dépistage du cancer du canal anal qui a été mis en place par la Société française de coloproctologie, a utilisé ce schéma qui est hyper propre, en mettant en fait l'incidence du cancer du côlon qui est à 40% de. Ils ont mis un seuil là, ils ont tiré un trait, et ils ont dit tout ce qui est au-dessus, il faut le dépister. Il faut le dépister. Comment? On y reviendra en se calquant un peu sur le cancer du col de l'utérus, dont les recommandations ont récemment changé. Donc, en gros, tous les HIV, tous les MSM, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes de plus de 30 ans, HIV+, il faut les dépister annuellement. Toutes les femmes qui ont eu des antécédents de lésions vulvaires, des cancers de la vulve, il faut les dépister. Et toutes les femmes transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans, il faut les dépister annuellement au niveau du canal anal. Enfin, il faut faire un premier shot HPV. S'il y a de l'HPV 16, il faut les suivre. Et autrement, vous pouvez le faire tous les 5 ans. C'est un peu comme le col, on y reviendra à la toute fin. Ça, c'est le cancer ORL. Cancer oropharyngé, HPV, un truc qui vous choque quand on regarde la carte du cervical, c'est exactement l'inverse. Alors là, par contre, c'est parce qu'on ne cherche pas. Du coup, forcément, c'est complètement l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on ne traite l'HPV dans les cancers oropharyngés que dans les pays riches, comme le nôtre. Nous, ça fait depuis 2009 qu'on le fait ici sur site, bien avant qu'il y ait les recommandations. Et donc, forcément, dans les autres pays, si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Donc, elle est totalement inversée, mais de façon complètement biaisée, cette carte. Et donc, augmentation de 225% de la proportion de cancers HPV oropharyngé par rapport aux années 80. Comment on explique les pics de fréquence qui sont variables en fonction? C'est en fonction des pratiques sexuelles, c'est en fonction du caractère. Alors, les pics de fréquence en fonction de l'âge ou en fonction de la région? En fonction de l'âge. Alors, en fonction de l'âge, il y a un autre truc que je ne vous ai pas montré là. D'ailleurs, il n'y a pas d'animation là. Il y a un autre truc que je ne vous ai pas montré là. C'est qu'on voit très clairement, et ça a dicté d'ailleurs les recommandations, les changements de recommandations de dépistage du cancer du col de l'utérus chez la femme en France, on voit très clairement chez les femmes un pic d'infection HPV avant 30 ans, c'est-à-dire que 25% des jeunes femmes vont être positives au niveau cervical avant 30 ans, et ça diminue à 10% après 30 ans, avec dans certaines régions, je ne pense pas que je la montre cette dia, un nouveau pic vers 40-50 ans. Là où c'est très drôle, c'est que quand on fait la même chose, il peut l'interpréter comme vous voulez, mais quand on fait la même chose chez l'homme, ça reste stable haut. Tu es à 20% et tu restes haut toute ta vie. Bon, voilà. Mais comment on l'explique? C'est clairement les pratiques sexuelles. Ouais. Et on sait, c'est un virus extrêmement résistant, très ubiquitaire. On le retrouve partout. Donc, en fait, les femmes et les hommes vont s'infecter généralement dans les premières années de leur vie, éclairées et potentiellement. Après, tu peux t'infecter, tu ne vas pas t'infecter à tous les génotypes d'un coup. Donc, c'est pour ça que ça reste, tu vois, positif tout au long de la vie. Mais tu le rencontres très rapidement, en fait, dans le début de ta vie sexuelle. Et c'est pour ça que c'est un marqueur de vie sexuelle, encore une fois, aussi.
c'est un marqueur de vie sexuelle, rien d'autre. Pas, voilà, d'une vie sexuelle complètement dominée, non, c'est un marqueur de vie sexuelle. Plus de 80% des femmes, parce que celles qui ont été le plus étudiées, vont rencontrer au cours de leur vie un HPV à mauvaise contrôle. D'où l'intérêt de vacciner tout le monde. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y avait une animation, mais donc là, vous ne voyez rien du tout. Il y avait en fait là, une méta-analyse de. Ah, ça m'énerve quand même. Une méta-analyse, juste là, pour que je vous le laisserai. Cette méta-analyse qui montre très bien en fait que c'était intéressé au VIH et au transplanté d'organes et qui montre qu'il y a comme message cancer du col de l'utérus x2 chez transplanté d'organes, cancer de la vulve et du vagin x22. Cancer du canal anal x5, cancer de l'oropharynx x3 dans cette population. Et il y a une autre étude des Danois plus récente de 2018 qui s'est intéressée uniquement au cervical. D'ailleurs, c'est une étude avec qui on bosse et qui a regardé donc, dans la population générale. En fait, il y a les transplantés moelles et vos patients, les transplantés rénaux. Et on a en fait, en gros, dans la population générale, on est en termes de prévalence dans cette population danoise à 4% pour les lésions de bas grade et à 1,8% pour les lésions de haut grade. Et on passe pour le rein à 7% de lésions de haut grade et 4,7%, donc x3 en gros, pour la prévalence de ces lésions dysplasiques. Donc il y a clairement, évidemment, un sujet de ce point de vue-là. Alors du coup, ces infections HPV, ces lésions dysplasiques, ces cancers HPV, on a quand même plein de moyens de s'en débarrasser. C'est parfait, moi j'aurais plus de boulot si on y arrive, et ça me va parfaitement. On a 3 types de prévention qui sont assez classiques, prévention primaire, secondaire, tertiaire. Avec la prévention primaire, c'est la vaccination. C'est-à-dire que vous empêchez les infections HPV, vous empêchez les précancers et vous empêchez les cancers. Alors, ce qu'on a d'intéressant avec ces vaccins HPV, avec la vaccination anti-HPV, ce que je vous disais, Zorozen montre le lien de causalité entre cancer du col de l'utérus et HPV en 75. Et très rapidement, du coup, on se dit, attends, c'est un virus, si on fait un vaccin, mais du coup, on sauve toutes les femmes du cancer du col de l'utérus. Donc, il faut le faire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a de la chance avec ce virus, c'est qu'en fait, cette fameuse glycoprotéine de surface, cette protéine-là, cette fameuse en fait, clé, chaque virus a une clé qui va rencontrer en fait une serrure, un récepteur cellulaire qui va permettre de rentrer dans la cellule et à partir du moment où il est dans la cellule, se réplique. Lui, il ne fait rien. Il ne fait rien, il reste statique et il finit par être débarrassé parce que de toute façon, si vous toussez du SARS-CoV-2 sur la table, vous revenez dans 2 jours, il ne va pas s'être multiplié. Hein. Il va rester exactement, ou alors ça aura été nettoyé, donc ça aura été dégagé, soit exactement le même nombre de particules virales. Et donc, du coup, ces protéines, ces glycoprotéines de surface, comme la spike pour le Covid, cette protéine majeure de surface, L1, c'est celle qu'on va vouloir finalement cibler avec les anticorps neutralisants pour empêcher le virus de rentrer dans les cellules. Et là, gros coup de bol, cette glycoprotéine L1, elle est capable, quand vous prenez le gène, okay, vous transfectez ce gène avec un plasmide ou un virus qui code ce gène dans une levure ou une cellule d'insecte, en produit. Cette cellule va produire la protéine, du coup, cette glycoprotéine-là, cette glycoprotéine-là, elle est capable de s'auto-assembler en pentamère et de reformer une pseudo-particule virale. Ah, du coup, pas sans génome, rien du tout, donc elle ne va pas se multiplier, cette particule virale, cette pseudo-particule virale. Par contre, c'est extrêmement immunogène. Vous mimez le virus. Et ça, c'est une particularité de hépatite B aussi. On est sur la même chose. Donc, c'est génial, ils sont aperçus de ça. Et ils ont fabriqué des pseudo-particules virales de HPV-16, HPV-18. Et évidemment, pour éviter qu'il y ait des compétitions entre eux, qu'il a fallu étudier un peu plus le truc, donc un peu plus le process pour aller jusqu'au vaccin monovalent. Mais très rapidement, on a des preuves d'efficacité et de possibilité d'avoir des vaccins contre les différents HPV à haut risque oncogène. Et c'est ce qu'on a. On a d'abord un vaccin bivalent contre le 16 et le 18. Puis un vaccin quadrivalent qui va arriver contre le 6, les génotypes du coup qui donnent des condylomes. Parce que les condylomes, ça ne tombe pas en cancer. Par contre, c'est un poil invalidant d'avoir des verrues génitales. Et il peut y avoir beaucoup de personnes qui en ont. Donc, ça a un intérêt d'aller vacciner les gens contre ces HPV à bas risque oncogène, mais à l'origine de ces condylomes.
Et du coup, le vaccin non-avalent, qui du coup qui protège contre le 6 et le 11, le 16 et le 18, qui sont les plus prévalents dans le cancer cervical, et après le 31, 33, 45, 52, 58, qui sont clairement les plus prévalents d'abord dans les cancers cervicaux, quelle que soit la région du monde, avec, il y a toujours après, il se course, il y a le 16-18 pour le cancer cervical, et après le troisième, ça peut être dans une région 31, dans l'autre 52, 58, mais c'est toujours les plus prévalents. Et donc, du coup, ça permet de protéger contre les 7 HPV au risque les plus prévalents et les HPV à bas risque en tant que chef de file. Il y a évidemment des études à l'heure actuelle pour essayer pour avoir des vaccins, notamment MSD travaille là-dessus, les Chinois travaillent là-dessus, pour avoir un vaccin à 14 valences pour cibler les 14 HPV à haut risque. Et voir ainsi se dire qu'on n'aura plus aucun problème avec ces virus, sachant que là, pour le moment, même si on vaccine avec le vaccin monovalent, il y a d'autres virus HPV à haut risque qui ne sont pas ciblés, donc il va falloir continuer le dépistage. On ne s'abstient pas du dépistage chez les gens vaccinés, évidemment. Ouais. L'ORL, j'ai déjà oublié, c'est lesquels? Alors, l'ORL, c'est 16 à 95%. C'est vraiment 16. Et ce que tu vas trouver après, c'est le 31, le 33 et le 35, qui fait un petit peu une sortie de route là depuis un petit moment, notamment dans les populations africaines, et que tu ne vois pas dans le monovalent. Donc c'est pour ça que là, ils sont un peu en train d'accélérer sur notamment celui-là, qui prend une proportion non négligeable. Nous, on travaille pas mal avec les pays, notamment avec Laurent, avec les portes africaines, et on voit très clairement une proportion, notamment aussi dans le cancer cervical, une proportion d'HPV-35 qui sort un peu du lot, quoi. Imaginez que, mettons une pression de sélection sur les connus, on va faire sortir d'autres souches. C'est une très bonne question. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. J'ai un gynécologue qui a dit, qui savait peut-être mieux que les autres, et qui dit mais non, n'importe quoi. C'est vrai que l'HPV 16, je le retrouve, c'est un peu Joe des Dalton, c'est ce que je dis. C'est vraiment le plus agressif. Et qui dit mais non, mais de toute façon, quand on se sera débarrassé de tout cela, il y aura rien. Moi, en termes de virologie, pour l'instant, on ne le voit pas. Mais voilà. Donc ce serait peut-être pas mal en effet qu'on ait les 14 valences dans pas si longtemps. Ah oui, tolérance, très importante que vous soyez mais convaincus de ça et qu'il n'y ait aucun souci. Il y a eu plein de polémiques sur les vaccins en termes de tolérance, en termes de ça induit des scléroses en plaques, toutes les maladies auto-immunes du monde. C'est faux. Il y a eu juste un signal sur le Guillain-Barré, mais de vaccination qui n'est pas confirmé. C'est faux. Il y a même plus que 140 pays qui l'administre. On a plus de 18 ans de recul. Ça a commencé par les études futures et Patricia en Australie en 2006-2007. Donc, il y a plus de 650 millions de doses distribuées. Il n'y a pas de problème avec les maladies auto-immunes. L'OMS le dit, on le répète, l'ANSM le dit aussi. Mais comme d'habitude, le démenti de la rumeur est toujours moins fort que la rumeur elle-même. Donc, on en pâtit encore. Donc, vous, c'est très important que vous en soyez convaincus et que vous prêchiez la bonne parole. C'est quoi l'infobésité? L'infobésité, c'est de l'info, c'est de l'intox. C'est les fake news, quoi. Efficacité, je ne sais plus pourquoi ça a été dit comme ça. C'est vrai que c'est un terme. C'est assez peu, non? Ouais. Est-ce que c'est pas je ne sais pas. C'est une bonne question. Efficacité de la vaccination HPV en virale. Alors ça aussi, ça c'est un autre souci. C'est-à-dire que ceux qui ont décrié la vaccination HPV, pendant très longtemps, on dit regardez, ça n'a aucun impact sur les cancers, notamment du col de l'utérus, les cancers de la peau. Et oui, et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut environ 15 à 20 ans entre la contamination et le développement d'un cancer invasif. C'est un processus extrêmement long. Donc, quand on vaccinait en 2007 les jeunes femmes en Australie, pour voir l'impact ou dans le monde, pour voir l'impact de cette vaccination sur les cancers du col de l'utérus, il va falloir attendre. Et finalement, cet impact, il est montré qu'en 2019, par Lane, par une équipe suédoise. Pourquoi? Parce que les Suédois, en plus, ils ont des registres. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, du coup, ils ont regardé 1,6 million de jeunes filles pour lesquelles ils avaient des données. Ils les ont mis par catégorie, non vaccinés, vaccinés avant 17 ans, vaccinés entre 17 et 19 ans. Et ils ont regardé l'incidence du cancer du col de l'utérus. CQFD, et d'ailleurs certaines personnes qui décrivent la vaccination HPV ont dit clairement des anti-vaccins. Un en particulier a dit « Ah mais je ferme ma bouche ».
Ça, c'est les vaccinés avant 17 ans. Ça, c'est les vaccinés entre 17 et 30 ans. Ça, c'est les non-vaccinés. Et on ne peut pas faire plus clair. Okay. Là, entre 17 et 30 ans, alors ouais, on est moins efficace. Pourquoi? Exactement. Elles ont déjà rencontré le virus potentiellement. Donc, on ne va pas être efficace avec une vaccination préventive qui va empêcher l'infection. On diminue quand même de plus de 50% l'incidence du cancer du col de l'utérus quand on vaccine entre 17 et 30 ans. Je vous rappelle que jusqu'à mai, les jeunes femmes ne pouvaient se faire vacciner que jusqu'à 19 ans révolus. Bon, après, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Hein. Il fallait payer 120 € x 3 les doses pour pouvoir le faire jusqu'à 26 ans. Sachant que, en revanche, les MSS, les hommes qui avaient des relations sexuelles avec les hommes, pouvaient se faire vacciner jusqu'à 26 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 26 ans. On pourra débattre, même si c'est plus la peine, parce que maintenant, c'est fait, et next, on passe à autre chose. Il y a eu, et c'était nécessaire hein, de vacciner jusqu'à 26 ans. Ce qui était complètement ahurissant, c'est qu'on n'est pas passé la jeune femme non plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ça a eu comme impact que quand la vaccination chez les garçons, on a obtenu la vaccination chez les garçons, chez tout le monde, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ont un oropharynx, c'est un anus. Donc, ils sont concernés par la protection potentielle par cette vaccination. Et au-delà de ça, j'aime bien dire que même s'ils n'avaient pas, en fait, il n'y avait que des cancers du col de l'utérus, et uniquement des cancers du col de l'utérus induits par l'HPV, en tant que vecteur, il lui fallut les vacciner. Donc, en fait, la question ne se posait même pas. Donc, on a obtenu la vaccination des jeunes garçons en 2021, mais vu qu'avant ça, on avait obtenu la vaccination particulière des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes en 2017, et eux jusqu'à 26 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un papier de Paleski, qui est un proctologue de San Francisco, qui s'occupe énormément des cohortes de MSM, notamment HIV là-bas, qui a montré que la vaccination était intéressante dans cette population jusqu'à 26 ans. On s'est calqué là-dessus. Et donc, on peut se faire vacciner jusqu'à 26 ans. La jeune fille, c'est resté comme c'était, jusqu'à 19 ans révolus. Et donc, on a rajouté les garçons, hétéros, hein, pour se faire vacciner comme les jeunes filles, 11-14 ans de dose, puis rattrapage jusqu'à 19 ans. Et sauf que, est-ce que vous allez demander, est-ce qu'un pharmacien va demander s'il y a un garçon qui se pointe à 21 ans pour se faire vacciner contre l'HPV, vous pensez vraiment qu'on va lui demander son orientation sexuelle? Non. Donc, dans les faits, ce qui se passait, c'est que qui fait d'un nom de la part, c'était la femme. Qui était quand même particulièrement concernée quand même par cette vaccination. Par le fait qu'il y avait finalement un âge pour le rattrapage vaccinal qui était différent en fonction de l'orientation sexuelle, ce qui était pour moi d'ailleurs anticonstitutionnel. C'est-à-dire que, et j'aime bien dire que si ça avait été l'inverse, ce qui aurait été une hérésie aussi, c'est-à-dire qu'on vaccine les hétéros jusqu'à 26 ans et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes que jusqu'à 19 ans, ça n'aurait pas tenu 24 heures. Grâce aux assauts de patients, et tant mieux, sauf que là, donc il a fallu attendre, mais voilà, et depuis mai, les jeunes femmes peuvent se faire vacciner jusqu'à 26 ans. C'était 250 000 jeunes filles qui chaque année passaient à côté de la vaccination quand même. Parce qu'à 19 ans, ben voilà. Donc ça, on va pouvoir mettre en place des rattrapages à la fac, à la journée citoyen qui peut être ça. On a écrit d'ailleurs par rapport à ces recommandations, on a écrit avec le collectif HPV, HEGP et GHU, une très belle tribune dans le monde que je vous conseille pour justement dire que c'était très important et que c'était une grande victoire et qu'on pouvait de ce fait, nous aussi, imaginer l'éradication des cancers, du cancer du col de l'utérus et des cancers HPV induits sur notre territoire. Il n'y a aucune raison. Et tous les leviers étaient bons. Le schéma vaccinal, donc juste, c'est ce que je vous disais, maintenant c'est garde d'asile, c'est le non-avalant, hein. 11-14 ans révolus 2 doses, puis 3 doses dans le schéma de rattrapage, quelle que soit l'orientation sexuelle, avec une possibilité de... Ça, c'était les recommandations, parce que c'est pas encore... En fait, celles de 2025 ont été établies comme ça. Ça a été fait en mai. Donc, elles ont été écrites comme ça. Les nouvelles recommandations avec les femmes, un rattrapage possible jusqu'à 26 ans, ce sera pour le 2026. Elles ont été écrites avant le passage. C'est pour ça que ce n'est pas encore remboursé. Mais ça y est, ça a été acté par la HLS depuis mai. Pour les
Pour les candidats à une transplantation d'organes solides, pour le moment, c'est on vaccine, ça va être pareil, jusqu'à 26 ans. Mais en revanche, c'est le même. En revanche, on peut vacciner dès 9 ans. Parce qu'il y a l'AMM. En fait, on pourrait le faire l'AMM. Déjà, ce sont les recommandations pour les 11 ans. Et pourquoi on le fait à 11 ans d'ailleurs et pas à 9 ans? Parce que dans les pays du Nord, Australie, ils font une vaccination en milieu scolaire, primaire, et à 9 ans. Nous, on ne le fait pas parce qu'en fait, ils ont décidé de le faire à longtemps parce qu'il y a le rappel d'été polio. Et donc, ils se sont dit, vu qu'à l'époque, il n'y avait que les médecins généralistes, on n'avait pas la vaccination là, qui a été mise en place au collège, là, en 5e, il n'y avait pas les pharmaciens qui vaccinaient, pas les sages-femmes, pas les infirmiers. Voilà, d'une pierre deux coups, on l'a mis à 11 ans. Mais je pense que c'est un écueil. Pourquoi? Parce qu'à 11 ans, votre enfant est en 5e. Moi, je sais, j'ai mes 2 fils, j'en ai un en 6e, un en 4e. Les enfants sont en 5e. Et du coup, eh ben, il y a un côté, ils sont dans le collège. Et donc, les parents, par rapport au fait que ce soit une IST, et les parents qui l'ont verbalisé, sont gênés de vacciner leurs enfants contre une IST. Parce qu'on en est là. Parce que, du coup, ils disent, ah ben non, mais je lui envoie le tapis rouge pour rentrer dans la sexualité. Ce qui n'est absolument pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait des anticorps neutralisants avant l'entrée dans la sexualité et qu'on vaccine avant. Mais il y a clairement un sujet là-dessus. D'une proximité d'âge trop proche entre l'entrée dans la vie sexuelle et la vaccination qui fait que des parents sont réticents à cette vaccination. Et c'est un souci. Et donc, on nous dit, ouais, il faut arrêter de dire, il faut moins dire, il faudrait. Ah ouais, mais je suis d'accord, quoi. C'est une IST. Il faudrait vacciner à 9 ans dans ces cas-là. Eh bien, voilà. Et ça, on en a discuté, tu sais quoi, on a une table ronde avec Marguerite Cazeneuve de la CNAM, la DA de la CNAM, et elle posait la question, et je dis, franchement, tu vois, et à l'école. Et tu proposes à l'école, à 9 ans, exactement. Et dans tous les pays, Suède, Danemark, Australie, ils vaccinent à 9 ans. Exactement. Est-ce que c'est pas ça la solution? Et qu'est-ce qui va se passer en fait? En fait, ce qui va se passer, c'est une IST. Il va se passer quoi dans les 10 ans qui arrivent? On n'a pas suffisamment de recul. C'est 2006-2007, le début de la vaccination. En fait, on pourrait se dire, ben, attends, mais pourquoi on ne vaccine pas à 2 ans? Évidemment, comme pour l'hépatite B, ça pose un problème à l'hépatite B que ce soit une IST. Tout le monde s'en fout, en fait, parce qu'on vaccine à 2 ans et c'est obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire aussi? Parce qu'en fait, seule la primo-vaccination est obligatoire. Or là, vu qu'il y avait le DT polio associé, qui est un rappel et qui n'est pas obligatoire, ils ont dit, ah ben non, ça va être confusé, donc on ne le met pas obligatoire. On ne le met pas obligatoire à 11 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans, 15 ans qui arrivent? On va s'apercevoir, et c'est déjà le cas, on le voit, hein, on a un taux d'anticorps neutralisants à 15 ans, quand on regarde les jeunes filles vaccinées à l'époque des premières études futures patriciens, un taux d'anticorps neutralisants qui reste hyper haut parce que ces VLP sont extrêmement immunogènes. Et donc, le jour où on aura la preuve que tu vaccines à 2 ans, jusqu'à 30 ans, tu n'as aucun problème et tu as des anticorps neutralisants comme il faut, eh bien, tu vaccineras à 2 ans. On n'a pas encore ce recul-là. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura plus de problème. Tu ne peux pas faire un vaccin combiné hépatite B et papillomavirus. Tu vois, finira par être fait, quoi, potentiellement. S'ils arrivent à le faire. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de valence, tu vois, pour l'HPV. Une espèce de compétition potentielle au niveau de l'immunité. Il va falloir regarder ce que ça donne. Mais, depuis quand il y a le garde d'asile? Depuis, c'est une bonne question. 2011, je crois, 2007. Non, même plus, ça va en 2007 même. 2007, au moment où il y a eu le. Non, 2007, je crois. Première année, c'est 2007. Du coup, du Cervarix. Je réfléchissais quand est-ce que j'avais fait vacciner ma fille et mon fils. C'était avec le garde d'asile. Et donc, non, je regardais ouais. Si tu as été vacciné, mais il n'y a pas plus bivalent. Non, il n'y en a plus. En fait, si tu as été vacciné par le bivalent, tu termines le schéma. Et en fait, ce qu'ils disent, tu sais, c'est en fait le rappel, c'est parce qu'il y a besoin d'un rappel. Alors, c'est pareil, ça aussi, hein, c'est une grosse question. L'OMS recommande une dose maintenant, parce que c'est tellement immunogène qu'une dose, et l'Angleterre est en train de passer à une dose. On n'a pas de recul, je pense, suffisant, mais c'est des VLP tellement immunogènes que je pense que ça pourrait marcher et qu'on y arrivera aussi en France. Pour l'instant, tu fais le rappel à minimum
en fait 5 mois. On dit entre 5 et 13 mois, mais en fait, c'est minimum 5 mois. Si jamais tu n'as pas fait le rappel, tu reprends le schéma là où tu l'as laissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce boost, c'est pour les mémoires, c'est pour la réponse mémoire. Et ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il soit trop tôt. C'est juste ça. Il ne faut pas qu'il soit trop tôt. Donc après, tu rattrapes. Et donc, Cervarix, tu fais le. Pour savoir qui est vacciné. Ouais. Et donc voilà, ça c'est l'HAS, l'élargissement, enfin, pour les femmes aussi, les dindons de la part, comme j'aime bien dire, jusqu'à 26 ans évoluent. Donc voilà, toutes celles qui n'ont pas 26 ans et qui ne sont pas fait vacciner contre la cheville. Ici, vous pouvez courir à la pharmacie. Pour le faire, il est encore temps. Savoir, donc ça, c'était la vaccination. Je voulais faire un mot sur le dépistage parce qu'il y a eu des changements, notamment pour les immunodéprimés chez les femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment donc, dans le changement de recommandation pour le dépistage du cancer du col de l'utérus? Donc ça, c'est le schéma d'évolution des lésions prétumorales vers le cancer invasif. Donc je vous disais, infection, au départ, c'est une brèche. Hein. Il y a une brèche au niveau de la muqueuse. Le virus va aller infecter les kératinocytes de la couche basale. Et en fait, lui, il utilise la cellule, c'est assez marrant, il utilise la cellule pour... c'est un peu comme ça, mais particulièrement pour fabriquer ces nouvelles particules virales. Et donc, il va remonter en fait la différenciation des kératinocytes jusqu'à la couche supérieure. Et au niveau de la couche supérieure, c'est la desquamation, en fait, c'est la mort des cellules qui va faire que le virus va se relarguer dans l'environnement. Il n'y a pas du tout, comment vous dire, d'inflammation très violente, c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas de symptômes, d'inflammation très violente due au virus qui va viser les cellules. Non, oui, c'est un malin. C'est un malin, il se cache un peu, il évolue avec la cellule et hop, il se fait relarguer dans l'environnement pour infecter un maximum de monde et pouvoir vivre sa vie, même si on dit que les virus ne sont pas vivants, tranquillement. Donc, le bas blesse, donc dans 90% des cas, les femmes vont éliminer ce virus, vont toutes le rencontrer, vont l'éliminer. Le bas blesse quand l'infection devient persistante. Mais même à ce moment-là, 80% vont pouvoir s'en débarrasser. Et puis, à un moment donné, au bout de 3-4 ans, on va avoir, avec cette persistance, l'apparition d'une lésion de Bas-Grade. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la lésion de Bas-Grade, LCIL, CIN1, anciennement appelée CIN1, c'est qu'il y a déjà des cellules tumorales. Elles sont là, mais elles ne représentent qu'un tiers de la transverse de la muqueuse. Okay, et donc, à partir de ce moment-là, il y a de la régression spontanée. Environ, je pense, 60% peuvent régresser spontanément. Donc, quand on diagnostique par dépistage un CIN1, une lésion de Bas-Grade, au niveau du col de l'utérus chez une femme, grâce au dépistage, on ne l'enlève pas. On attend, on surveille annuellement, on ne l'enlève pas. Si cette lésion persiste et reste stable, le gynécologue pourra l'enlever, et ça les recommandations par conisation, donc on enlève finalement juste les cellules anormales, on enlève un petit bout de col, donc pourquoi on ne le fait pas systématiquement si ça peut régresser spontanément, c'est qu'après, il peut y avoir des prématurités liées à cette conisation, donc ça a toujours un impact la chirurgie, donc on ne le fait pas systématiquement. Et potentiellement, si ça n'est pas resté stable, ça a pu évoluer vers une lésion de haut grade, HSIL ou HSIL ou CIN2, 3. Et dans ce cas-là, en fait, ce sont des cellules tumorales qui représentent, là, du coup, plus un tiers, mais 2/3, voire la totalité de la transverse muqueuse, sans que ce soit de l'invasif. C'est ça, le cancer in situ. Sans que ce soit de l'invasif et que ça ait passé là, ce qu'on appelle le chorion, la membrane. Là, ça devient de l'invasif. Et à partir des lésions de haut grade, CIN2, 3, on a des études, c'est à peu près 30% qui vont évoluer vers le cancer invasif. Et vous voyez l'échelle de temps, c'est 15 ans minimum. C'est vraiment très long. Donc, c'est pour ça que les femmes se font infecter dans le début de la vie sexuelle et après développent un cancer du col de l'utérus vers 40-45. Okay. Et une femme qui a plus de 26 ans, qui a été exposée, qui a clairé le virus, il y a un intérêt avec une lésion limite. Avec une lésion Il y a intérêt à la vacciner en post-thérapeutique. Eh bien, il y a 1 an, je t'aurais dit, mais oui, il faut bien, mais bien sûr, parce qu'il y a plein de petites études qui montraient ça. Et d'ailleurs, l'Espagne, l'Italie et le Canada le recommandent, la vaccination avec le vaccin préventif, enfin pas de vaccination thérapeutique, vaccin préventif, celui qu'on utilise pour empêcher l'infection, chez ces femmes. Or, c'est un peu bizarre parce que tu as déjà été infecté, tu es même allé jusqu'à la lésion. Et on t'enlève la lésion, et là, on vaccine avec un vaccin préventif qui induit des anticorps neutralisants.
et que tu ne fais pas de récidive, tu fais moins de récidive. C'est ce que les premiers papiers montraient pour des petites cohortes avec des biais. Et ils ont fait 2 gros, je terminais par ça, mais je peux te le dire maintenant, ils ont fait 2 grosses études avec 700 patients par bras, genre vaccin versus placebo, post-conisation. Donc on vaccine post-conisation chez les femmes, il n'y a rien sur la récidive. Ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas complètement ahurissant. Parce que moi, d'un point de vue immuno, je disais toujours, c'est dingue, c'est génial que ça marche, mais je ne comprends pas en fait, parce que ce n'est pas l'immunité cellulaire que tu boostes, c'est vraiment les anticorps et l'immunité humorale. Et une fois que tu es infecté, ben, too late. Tu vois, comment ça pouvait marcher? Je me disais, ah, mais attends, avec ces DLP, il y a peut-être une présentation croisée qu'ils n'ont pas étudiée et qu'ils ont analysé, mais regardez, parce que de toute façon, en France, on ne fera jamais tant qu'on n'a pas compris comment. Mais en fait, on ne fera pas parce que ça ne marche pas. Très, très grosse déception de ce point de vue-là. Et je dis, il y avait plein de pays, plein de provinces espagnoles, en Italie, au Canada, ils recommandaient de vacciner en post-conisation. En fait, ça ne marche pas. Et le caractère invasif, il dépend de la charge, il dépend de quoi alors? La charge, tu vas récupérer, tu pourrais le faire sur les biopsies, mais quand tu fais ton écouillon, tu peux en récupérer plus ou moins. Non, nous, ce qu'on regarde, c'est justement les cartes d'identité virale. On regarde le virus, on regarde. Je disais tout à l'heure, le doc nous disait qu'il fallait que le virus soit intégré dans l'ADN de la cellule hôte pour être oncogène. Ça, c'est faux. On voit les cancers avec le virus qui n'est pas intégré. Nous, là, on vient de l'avoir accepté. Là. On a un papier ma thésarde avec un papier qui vient d'être accepté sur les cancers précoces du col de l'utérus. Vraiment, ceux qui sont vraiment petits stades. Et dans ces petits stades, on a à peu près 40% qui sont intégrés. Le virus est intégré versus 60%, la majorité, où le virus n'est pas intégré dans l'ADN des cellules du col qui sont tumorales. Et ce qu'on a montré, c'est une étude rétrospective qui a assez biais et tout ça. On est en train d'essayer de le regarder sur un gros essai de Fabrice Lecuru, qui est maintenant à Curie, et Patrice Matelet, Santicol 3. On a vu qu'en fait, les récidives, ces cancers du col précoces, c'est très bizarre. On manque un truc au niveau de leur classification. C'est en a 15% qui récidivent versus le même nombre chez les cancers du col plus avancés. Et ça, c'est pas normal. Tu peux pas avoir 15% de cancers du col qui précoce qui récidive quand on a autant chez les avancés. Normalement, tu devrais en avoir moins et ça veut dire qu'il y a un petit souci là, sûrement, dans la classification des patients. Et on a montré justement que l'intégration était, donc pas les conditions sine qua non, mais que par contre, celle qui a récidivé, c'était celle qui était intégrée. Donc, vraisemblablement, il y aurait une question d'agressivité avec l'intégration. Et d'ailleurs, on a fait une étude sur les cancers avancés, sur des petits corps. Donc, c'est toujours le virus, là. Ouais. Qui récidive. Ouais. Pas l'autre. Non. Non. Et est-ce que tous les virus se valent, du coup? Parce que dans un même génotype, par exemple, si on prend l'HPV-16, est-ce qu'il y en a qui sont plus justement méchants que d'autres? Très intéressant ce que tu peux dire. Je ne vais pas le dire pour tous les cancers, mais on est en train de rédiger un papier avec David qui a plus bossé là-dessus sur les cancers oropharyngés. Et il s'est intéressé dans ces causes. Alors, du coup, tu as des HPV-16, 18, etc. Et après, tu as des linéages. Donc, dans l'HPV-16, tu as le A1, B1, etc. Et après, potentiellement, des sous-linéages qu'on peut définir, nous, avec notre carte d'identité virale extrêmement précise. Et il s'est intéressé aux HPV-16 A1, pour lesquels, justement, l'intégration est complètement corrélée au pronostic. C'est très propre à la série. Mais tu vois, que dans cette sous-catégorie. Donc, il y a vraiment, je pense, un intérêt à aller regarder avec la loupe les gabinaires, c'est ces HPV, parce que ça nous en dit beaucoup plus que ce qu'on pense à l'heure actuelle sur la clinique. Donc, en termes de dépistage, c'est ce que je vous disais, on veut 70, l'OMS dit 70% de dépistage, l'INCA dit 80% pour arriver à éradiquer le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est le bulletin épidémiologique de Santé publique France sur les taux de couverture vaccinale. On ne va pas parler des taux de couverture vaccinale parce qu'il faut se réjouir. Nous sommes à pratiquement 55% chez la jeune fille. Bon, on n'est pas encore aux 90% de l'OMS, ni aux 80% de l'INCA. On revient, on est à 23%, à peu près 8 ans, un peu plus 8-10 ans. Donc, bon, 55%,
c'est bien, c'est pas assez. Avec le rattrapage vaccinal, on va sûrement y arriver, mais c'est déjà pas mal. Là, je voulais plutôt me concentrer sur la France entière. En termes de dépistage, on a qu'à 60%. Ça, c'est un peu compliqué aussi. Il y a plein de femmes qui passent à côté du dépistage, et c'est pour ça qu'on arrive assez, finalement, à 3000 cas, un tiers de décès par an, sur lequel on pourrait en fait travailler clairement. Et ce problème de dépistage, il est dû à, évidemment, pour 70%, il n'y a pas de dépistage. Okay, donc ça, là, il faut les rattraper et les remettre dans un parcours de soins. Et il y en a d'autres qui est, alors, les 20% de cancer du col, ils sont dus à, finalement, il y a eu un dépistage, il y a eu une lésion d'observer, mais elle n'a pas été prise en charge, elle n'a pas été traitée. Et dans 10% des cas de cancer du col de l'utérus, c'est qu'il y a eu un dépistage, mais le dépistage, en fait, on a dit, il n'y a rien, alors qu'il y a quelque chose. C'est un manque de sensibilité de dépistage. Et ça, c'était avant les nouvelles recommandations de dépistage. Pourquoi? Parce qu'avant les nouvelles recommandations de dépistage, on faisait quoi? On faisait une cytologie. On en faisait 2 d'affilée à un an d'intervalle entre 25 et 30 ans, puis tous les 3 ans. Une cytologie, c'est quoi? C'est un gynéco qui récupère en médecin généraliste des cellules du col de l'utérus, et après, c'est un cytologiste qui regarde s'il y a des cellules anormales. C'est un humain. Ce n'est pas ultra objectif. Okay, donc forcément, il y a des disparités d'un labo à un autre. Et potentiellement, on peut se dire que, c'est pas on peut se dire, c'est qu'il y a 10% de cas de cancer du col de l'utérus où la femme avait subi un dépistage, on lui avait dit, il n'y a pas de problème, vous avez une cytologie négative, on ne s'inquiète pas. Or ça, c'est pas possible. Tu as une cyto négative à un moment donné et 2 ans après, tu as un cancer du col invasif, c'est pas possible. Vu la physiopathologie de ce dont je vous parlais tout à l'heure, 1/3, 2/3, la totalité de la transverse et le cancer invasif, on est obligé à un moment donné, normalement, de voir des cellules anormales. Donc, elles n'ont pas été vues, on ne sait pas pourquoi, mais là, il y a un problème de sensibilité de dépistage. Or, le dépistage, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit le plus sensible possible. C'est ça qu'on veut. On veut qu'un résultat négatif soit un vrai résultat négatif. Parce qu'on rassure les patients et on lui dit, OK, elle part et elle se dit, c'est bon. Donc, forcément, on la perd un peu. Donc, surtout, on ne veut pas que ce soit pas sensible. Je ne dis pas que ce n'était pas sensible, la cytologie. Hein. Ça a permis de diminuer l'incidence des cancers du col de l'utérus de façon drastique grâce à ce dépistage. Mais ça n'était pas suffisant. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait partie du groupe à la HS de changement de recommandation du cancer du col de l'utérus. On a publié le rapport en 2019. C'est pour ça qu'on a changé en fait ces recommandations. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui existe maintenant? Tout le monde connaît ça. Il existe la PCR. La PCR qui va cibler quoi? Qui va cibler l'HPV et qui va dire s'il y a de l'HPV ou pas dans les cellules du col qui vont être récupérées par le gynéco ou le médecin généraliste. Et donc quoi en fait? Ça permet d'être ultra sensible parce que c'est quelque chose d'objectif, il y en a pas. Alors, par contre, là où la blesse, c'est que ce n'est pas hyper spécifique. Parce que vous imaginez bien que toutes les femmes qui sont HPV positives, même après 30 ans, il y en a 10%. Elles n'ont pas toutes des lésions. Ça peut être quelque chose de transitoire. Donc, du coup, derrière, il fallait du triage. Donc, on a dit, OK, on va le faire qu'à partir de 30 ans, déjà. Hein, pourquoi? Parce qu'avant 30 ans, on a 25% des femmes qui sont positives en HPV. Donc, un quart des femmes chez qui on va faire autant rester chez qui on va faire le triage, la cytologie de réflexe pour voir s'il y a des cellules anormales, autant rester sur le triage direct. Donc, avant 30 ans, on n'a pas changé. C'est une cytologie. Voilà, on regarde s'il y a des cellules anormales et 2 à 1 an d'intervalle. Et par contre, après 30 ans, on passe au test HPV. Pourquoi? Parce que la prévalence de l'infection HPV tombe à 10%. Et que là, on se dit, OK, si j'ai une femme HPV nègre à 30 ans, bah, je suis tranquille. Je suis tranquille au moins pour combien de temps? Ben, au moins pour 5 ans. Donc, on peut espacer les dépistages. Pourquoi? Parce que même si la femme elle se fait infecter le lendemain par HPV, vu le délai qu'on a jusqu'à une lésion prétumorale de bas grade, puis de haut grade, puis potentiellement un cancer invasif, on est large. C'est 10-15 ans. Donc, on la revoit 5 ans après, on est large. Par contre, s'il y a des positifs, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est un peu embêté, parce qu'elle peut être positive parce que c'est transitoire et qu'elle va s'en débarrasser, mais elle peut être positive parce qu'il y a une lésion derrière. Donc, on fait une cytologie. Okay, si cette cytologie est anormale, donc il y a un truc indéterminé, ascus, ou alors carrément, elle voit déjà les cellules anormales, donc elle dit bas grade, ils disent bas grade ou haut grade, là on envoie à la colposcopie. La colposcopie, c'est vraiment avec
avec un microscope, le colposcopie, tu vas appliquer l'ugol et acide acétique, et va voir la lésion potentiellement blanchir s'il y en a une, et pouvoir biopsier. Et là, on passe au diagnostic, on n'est plus dans le dépistage. OK? Ça, c'est la colpo. Si jamais, par contre, la cytologie est négative, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse se barrer? Ah là non, on la laisse se barrer, il y a quand même un HPV qu'on a détecté à haut risque. Hein. Donc on lui dit de revenir 12 à 18 mois après. Et là, on regarde. Est-ce que l'HPV est encore là? Ben, s'il a disparu, c'est que c'était transitoire. S'il est encore là, on ne va pas la laisser partir. On va lui faire une colposcopie directe. Parce que potentiellement, on ne va pas lui faire de cytologie avant, parce que potentiellement, la cytologie de l'année d'avant, elle est peut-être passée à côté de cellules tumorales et de cellules anormales. Donc on veut aller au diagnostic potentiel direct. Et c'est comme ça qu'on a changé les recommandations de dépistage du cancer cervical. Au départ, les personnes vivant avec le VIH n'étaient pas rentrées parce qu'on disait, en gros, moi j'ai fait partie du truc, et en fait ils disaient, il n'y a pas assez, ce sont des recommandations, on n'a pas assez d'études qui prouvent que ça marche aussi chez la personne VIH, donc on reste sur les anciennes recommandations, et l'ANRS et les rapports de la prise en charge annexes, les rapports des prises en charge annuelles de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, eux ont statué sur le fait qu'il fallait coller à ces recommandations aussi chez la femme VIH. Et donc pour vous, pour les immunodéprimés non VIH, il y a des recommandations qui viennent de sortir, et donc on reste sur la cytologie annuelle de 25 à 29 ans, et on fait la même chose à partir de 30 ans. On va faire un test HPV, sauf qu'on va le faire tous les 3 ans. Ouais. On va le faire tous les 3 ans parce qu'avec l'immunodépression, on a quand même un surrisque que ça s'emballe un peu plus vite. Et donc, ça vient de sortir. On a une recommandation qui va être pour les patientes. Non. C'était quoi ta question? Est-ce qu'on le fait? Non. Et la cyto entre 25 et 29, c'est tous les ans. On le fait pour le patient. Et maintenant, en fait, juste grâce à l'HPV, tu espaces de 3 ans quand même. Tu espaces. C'est un peu, tu reviens en fait chez l'immunocompétent, tu espaces de 5 ans, c'est ça qu'on a gagné, et là, tu es quand même beaucoup plus sensible. Enfin, je veux dire, quand t'es maigre, t'es tranquille quand même. T'es quand même tranquille. 600% parce que 600% des cancers HPV, 600% des cancers du col de l'utérus sont liés à HPV. T'as pas d'HPV. Après, c'est l'inverse qui est un peu plus compliqué. Et alors, le dépistage des autres cancers HPV, alors ça, c'est compliqué. C'est un peu difficile à mettre en place. Je vous ai dit que pour le cancer du canal anal, ça avait été fait dans les populations à risque. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut dépister prioritairement certaines populations parce que tu ne peux pas te permettre l'incidence est trop faible, notamment pour le cancer du canal anal. L'oropharynx, alors l'oropharynx, c'est au-delà de ça. Nous, on est en train de travailler là-dessus. On a un PHRC dépistage PV avec Aïssa Mirgani et une équipe allemande, Team Waterbauer, pour essayer de mettre en place, d'essayer de conceptualiser un dépistage potentiel du cancer oropharyngé HPV induit, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de dépistage. C'est-à-dire que cette physiopathologie, lésion de bas grade, haut grade, cancer invasif, forcément, ça doit se passer aussi au niveau oropharyngé. Sauf qu'on ne les détecte pas, ces néoplasies, ces lésions tumorales, on n'y arrive pas. Les patients, ils arrivent avec genre la grosse tumeur. Pourquoi? Parce que le virus va notamment, je disais, c'était base de langue amygdale. Quand il est dans l'amygdale, il est au niveau des cryptes amygdaliennes. Et alors, il y a des trucs, il y a plein d'essais qui ont été faits. On cherche l'HPV dans la bouche pour voir et tout. Rien du tout. Alors, du coup, tu as de l'HPV, ça ne veut rien dire. Tu n'as pas d'HPV, ça ne veut rien dire non plus. Tu peux très bien avoir une lésion tumorale au niveau de l'amygdale. Ça ne fonctionne pas. Il y a à peu près 8% des gens qui sont positifs au niveau de la bouche au niveau ORL pour HPV. Et ça n'a aucun impact pour essayer d'avancer. D'abord, je ne vais pas rentrer dans les détails des sérologies anti-E6, ces fameuses protéines oncogènes du virus qui seraient intéressantes. C'est notamment Team Waterbauer en Allemagne qui fait ça. Et là, on a fait un PHRC où on va prendre 10 000 patients et qui seraient intéressantes chez les patients de hommes de plus de 50 ans, qui auraient vraiment une valeur prédictive du développement d'un cancer oropharyngé. Et donc là, on bosse avec Cerba, on va inclure 10 000 hommes de plus de 50 ans, qu'on va envoyer chez Team pour faire la sérologie. Nous, on fera l'ADN tumorale circulant HPV pour essayer peut-être de toucher du doigt un début de dépistage de cancer oropharyngé dans une population particulière avec ce PHRC.
Ça, c'est la physiopathologie du canal, de la lésion au niveau anal. Donc, je dis c'est exactement la même que celle du col. Sauf que ce qu'on connaît moins bien, c'est le pourcentage de régression à partir de l'AIF1, du L-cil anal, bas grade, et de l'AIN2, 3, H-cil haut grade au niveau anal. Et ça, c'est de l'ordre de, dans les différentes formes, il n'y en a pas eu énormément, de 1 à 2% qui vont annuellement passer de la lésion prétumorale de haut grade vers le cancer invasif. Donc, c'est beaucoup moins quand même que pour la femme. Donc, on ne peut pas se permettre de dépister tout le monde, le tout venant en permanence. Non. Donc, c'est pour ça qu'on en revient à cette dialogue gardée. Les coins sont dépistés, il n'y a pas moyen de dépister l'équipe entre guillemets. Mais pour en faire quoi, en fait? De le suivre. Et tu vas en fait, c'est quand même, l'incidence est très faible, à part dans certaines populations. Regarde l'incidence, quoi, du cancer du canal anal. Donc, tu vas suivre. Non, je parlais de les ORL. Ah, ouais, mais avec quoi? Avec quoi? Un examen ORL tous les 3 mois, 5 ans avant que ce soit. Ouais, je veux bien. Enfin, j'ai pas de peut-être que toi, tu dois avoir, non, mais tu dois avoir plus justement de notion. Moi, j'ai aucune notion dans la littérature de l'augmentation significative du risque d'un homme d'avoir un cancer ORL. La femme. Si sa femme a un Écoute, cancer il n'y a que des cas cliniques. de cancer du col. Ouais. Il n'y a que des cas dans la Ça veut rien littérature. dire. Non, il n'y a que des cas. Oui. Il n'y a que des cas qui ont été décrits dans la littérature. D'accord, c'est Ben voilà. Michael Donc, Douglas. voilà. On n'est pas sûr qu'il ait attrapé forcément les services. C'est pour ça, donc, non, mais c'est pour ça qu'on revient sur Michael Douglas. Ouais, donc c'est très compliqué. Pour le... Ah bah, il a fait beaucoup de bien. C'est bien. Émotion. Bref. Non, c'est compliqué, hein, ce dépistage. Pour le moment, on ne sait pas trop comment le faire. Parce que même, tu vois, même d'un point de vue clinique, qu'est-ce que tu fais? Parce que la cytologie, enfin, tu vois, s'il y a des lésions prétumorales dans les cryptes, qui commencent dans les cryptes, tu vas rien voir, en fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un échantillon dans les cryptes pour récupérer des cellules qui, parfois, c'est vraiment, c'est hyper compliqué, le dépistage. Un brossage des amygdales, en tout cas en termes d'HPV, ça n'a aucun intérêt. Très clairement, la PCR-HPV n'a pas d'intérêt. Et la cytologie, tu t'en sors pas. Ah ben oui, non, mais la consultation de Cécile qui est encore en place. Mais pour l'instant d'ailleurs, on n'a pas montré de lésion. On n'a pas de cancer. On n'a pas de. Il y a eu des. Il y a tout un parcours. Ce qui était intéressant dès le départ avec cette consultation multidisciplinaire HPV, que Cécile Badois l'a montée, on l'a montée avec elle, mais il y a eu l'idée au départ et qui est hyper intéressante, c'est de se dire ce qu'on disait. Il y a beaucoup d'études rétrospectives qui montrent qu'il y a un surrisque chez les patients qui ont déjà fait un cancer, ce que je vous disais tout à l'heure, qui ont déjà fait un cancer HPV induit sur une muqueuse, de potentiellement, et ça se paraît logique, développer des lésions dysplasique ou un cancer sur une autre muqueuse. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs risques qu'ils soient aussi infectés sur l'autre muqueuse et que s'ils sont allés jusqu'au cancer sur une muqueuse, c'est qu'ils ont un peu l'environnement, le terrain pour avoir ces lésions. Et donc ça a été montré dans la littérature sur des études rétrospectives de registres, etc. Et Cécile s'est dit, attends, c'est complètement dingue. À l'HEGP, on a la gynéco, l'apopto, l'ORL qui sont là, il faut qu'on monte une consultation pour suivre ces patients. Et on a eu des lésions dysplasiques, jamais de second cancer. On a des infections HPV qu'on suit. Et le truc qui était intéressant, c'est que dès le départ, en revanche, les patients venaient donc pour un premier cancer HPV. Soi-disant, c'était leur premier cancer HPV. Et Juliette Pavie, qui leur faisait signer le consentement, qui leur faisait l'interrogatoire, etc., en fait, à l'interrogatoire, avec cet aperçu, on s'est aperçu que 20% de ces patients, en fait, mais dans leur histoire, avaient un antécédent de quand ils venaient pour le col, type ORL, ou inversement, dans leur histoire. Mais sauf que personne n'avait fait le lien, parce que les spécialistes, et c'est normal, parce que. Et donc ça, voilà. Donc, est-ce que après, en termes de déploiement, ça, j'ai pas encore la réponse là. Cécile doit nous montrer. On a toutes les stades normalement qui ont été faites. On a une réunion avec les patients
non, pas longtemps, mais en décembre, le 2 décembre. Donc, on devrait avoir les résultats du suivi des 10 dernières années. Moi, j'aimerais avoir les résultats statistiques pour voir si vraiment ça a un impact ou pas. J'aimerais bien, parce que malgré tout, il y a aussi, tu parlais de l'impact, pardon, psychologique. Mais bien sûr, hein. Ouais. D'être suivi, de revenir, bien sûr. Ta femme, parce que. Mais bien sûr, hein. Non, mais c'est. J'exagère. Et d'aller dépister tout le monde pour rien. Impact économique aussi, hein. Faut pas avoir peur, quoi. Bref. Bon, en tout cas, pour les dépistages, il y a le col et maintenant, il y a le canal anal chez les populations dont je vous parlais, là, qui sont supérieures à 40 pour 100 000. C'est vraiment, ils ont regardé le cancer du côlon, ils ont pris l'incidence et ils ont fait la même chose. Et donc, il y a eu un groupe d'experts, pareil, dont on a fait partie, qui s'est posé cette question-là, porté par notamment Lucas Kindler, qui est procto à Saint-Joseph, et tout un groupe de procto, et qui a abouti à des recommandations de dépistage pour la pratique clinique de dépistage des lésions précancéreuses anales liées à HPV, avec, vous y voyez rien, donc je vous ai fait un truc un peu plus synthétique et plus gros, un test HPV 16 tous les 5 ans chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes avec VIH plus supérieur à 30 ans, les femmes ayant des antécédents de lésions précancéreuses et de cancer de la vulve, et les femmes ayant étant transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans. Et en gros, qui sont asymptomatiques, parce que ça c'est clair. C'est ce que vous dit Laurent Abramovich, dès que vous avez le moindre symptôme anal, il faut aller consulter un procto. Là, on parle de gens totalement asymptomatiques. Un peu comme pour le cancer du col de l'utérus. Et en gros, on fait un test HPV-16. S'il est négatif, on est tranquille pendant 5 ans. S'il est positif, et donc s'il est positif, HPV-16, pareil, vous faites un triage par la cytologie. Et si la cytologie montre quoi que ce soit d'anormal, vous allez à ce qu'on appelle l'anuscopie haute résolution, ce qui est exactement le pendant au niveau anal de la colposcopie. Avec microscope, Lugol, acide acétique, ça blanchit, on biopsie, on fait du diagnostic. Sauf que, en fait, on a été obligé de faire notamment aussi ces recommandations parce que la disponibilité de l'AHR est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'il y a peu de proctologues qui sont formés, ça demande quand même une expertise, et c'est remboursé, mais genre, en fait, c'est pris comme une anuscopie standard. En fait, il y a. Ça a changé, je crois. Ah ouais? Ah, c'est pas vrai. Ça, je savais pas, tu vois. C'est pas vrai. Ah, mais tu vois, ça va peut-être un peu changer ça va peut-être changer la donne. Carrément, je savais pas. Non, ah, mais je savais pas. C'est super. C'est très bien. Ah, mais avec Spironis. Ah bah si, c'est le procto c'est l'un des proctos hyper sympas qui a fait le Cyprudis, pardon. Laurent Cyprudis. Elle est au Chili. Ouais. Ah bah c'est sûr qu'elle bosse avec lui. C'est sûr qu'elle bosse avec lui. Donc voilà, en gros, et donc, voilà, on est un peu pour le cancer, enfin, ce que je disais, à part le PHRC, là, on est en train de travailler là-dessus, on est un peu avec rien pour le moment à se mettre sous la dent, donc on espère qu'on aura quelque chose à se mettre d'ici quelques temps, mais voilà, c'est pas le cas. Et juste prévention tertiaire. Et voilà. Nous, c'est ce qu'on fait là. On développe avec Dalit, on travaille vraiment sur la prévention secondaire et tertiaire, à la fois pour mieux classer les patients en termes de diagnostic et améliorer la prévention secondaire, et améliorer le suivi post-thérapeutique des patients. C'était juste pour vous faire un peu la pub de ce qu'on fait au niveau recherche sur HPV. Mais la question de la vaccination, tiens, ça, c'est les données que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est les premières données en fait, de méta-analyse qui ont montré que la vaccination, notamment contre les HPV-16 et 18 en post-thérapeutique, la vaccination préventive utilisée en post-thérapeutique, en post-cognition, elle avait l'air d'être plutôt pas mal, tu vois, en termes de récidive, surtout les petits papiers en haut de la pyramide, vous voyez, mais ceux qui manquaient la base de la pyramide, genre solide avec en double aveugle, etc. Donc, c'est des choses qui ont, voilà, recommandation vaccinale post-thérapeutique, ça a été fait dans pas mal de pays. Puis, il y a eu 2 essais, Vaccine et Novel, qui ont montré, pour l'un, à l'IPVC l'an dernier,
avec un chat. Donc 700 femmes dans chaque bras, placebo versus vaccin. Non, ça c'est la méta-analyse, pardon. Ça c'est la méta-analyse qui est sortie en décembre. Déjà, il y avait eu un petit truc de méta-analyse en décembre 2023 qui semblait ne pas être aussi évidente que les autres méta-analyses qui sortaient. Et là, il y a eu un poster et une présentation du Laissez Vaccine Study à l'IPVC, congrès HPV à Édimbourg fin 2024. Et là, à Let's Go en 2025 à Florence en Italie, qui semble montrer une non-efficacité sur le taux de récidive de cette vaccination. Préventive. Ça ne marcherait pas. Ce qui ne serait pas le cas de la vaccination thérapeutique. Hein. La vaccination thérapeutique, là, tu boostes les CD8, l'immunité cellulaire, et donc dès qu'il y a une cellule tumorale qui repointe le bout de son nez, t'oses espérer que les CD8 sont là et font et l'attaque directe. Donc, je pense que la vaccination thérapeutique, en revanche, c'est notamment, je pense, en fait, qu'il faut qu'on arrête de penser que ça va être efficace pour soigner, notamment parce que c'est comme tous les essais, tu es obligé de passer d'abord par le cancer ultra avancé, et ça sera efficace sur les lésions potentiellement précoces, dans les lésions prétumorales, voire les cancers précoces, et que ça aura un intérêt comme adjuvant potentiel d'autres thérapeutiques dans les cancers avancés pour permettre justement de prendre en charge des récidives et que le système immunitaire soit alerte avec la réémergence de nouvelles cellules tumorales qui seraient prises en charge par les CD8 tout de suite. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y aurait un intérêt de cette vaccination thérapeutique. Moi, j'en suis convaincue. Donc voilà. Et j'ai fini, je crois. Voilà, ça c'est le résultat. Il n'y a pas de différence, quoi. J'ai fini. Merci. Merci à vous. Et question, il faut y entrer. Sur le canal, mais je pense que sur le canal anal, ça n'a pas de modification en termes de prise en charge thérapeutique, comme c'était le cas sur le RN. Quand tu disais que c'était plus radio-sensible. Ah non. À ma connaissance, non. Non, il n'y a pas de différence. Ça a été vraiment montré pour l'ORL, ça. Non, il n'y a pas de différence. Connu, en tout cas, moi, que je connais dans la littérature de sensibilité au traitement et de. Sachant que de toute façon, le canal anal, tu vois, tu as quoi? Tu as 90-95% de cas HPV induits. Hein. Et d'ailleurs, les autres, tu ne sais pas trop comment. Est-ce que c'est vraiment du canal anal? Est-ce que c'est pas plutôt un misdiagnostic histologique? Je ne sais pas trop. Et puis, juste une remarque, une question pour les femmes transplantées. Ouais. C'est-à-dire que, heureusement, la majorité, on ne sait pas qui vont devoir avoir une transplantation à 15 ans, quoi. Ou à 19, donc il faut rentrer dans la population générale. Dépistage secondaire, j'ai aucun doute, si ce n'est que c'est super compliqué à mettre en place. Je ne sais pas à qui les envoyer pour le dépistage, elles vont susciter, parce que gynéco en ville, mais sur le côté, c'est là où j'ai un peu de mal, quoi, une politique spécifique pour la femme transplantée, pour le candidate à la transplantation. Notre moyenne d'âge d'inscription, c'est 60 ans. Hein. Et on ne sait pas par qui. Pour le dépistage du canal anal. Non, là, je parle pour la vaccination. Donc c'est pas. Non. Et la question qui. Donc c'est intéressant, mais c'est pour les populations pédiatriques. On retourne dans le cas un peu plus général. Sur le dépistage, de façon élégante, je ne sais pas comment, qui appeler pour être sûr qu'il soit vu régulièrement. Et je dis ça, c'est pas ici, hein, c'est en marre de finir. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'on va. Alors du coup, là-dessus, c'est l'intérêt aussi du changement pour le dépistage. Tu parles au niveau cervical. C'est aussi l'intérêt du changement vers la PCR HPV. Parce que ce que tu peux faire avec la PCR, avec le fait que tu fasses une PCR HPV, c'est que tu peux faire sur autoprélèvement. Le seul souci, c'est que du coup, là, tu ramèneras justement ces femmes qui ne sont pas dans le dépistage, potentiellement avec des autoprélèvements. Le problème, c'est que derrière, vu que le triage, si elles sont HPV positives, le triage reste de la cytologie et tu ne peux pas le faire sur autoprélèvement. Mais du coup, là, il y a des marqueurs de méthylation potentiellement de gènes cellulaires qui sont en train de montrer qu'il y a un intérêt. Dans ce cas-là, tu peux le faire sur autoprélèvement tout. Là, on a regardé un petit peu. Là, mais pas complètement. Vous allez comprendre l'intérêt de l'échographie cardiaque annuelle chez les patients greffés. Pipo, c'est les recommandations, mais je veux dire, on trouve quasiment rien. Moi, la limite, je n'aurais aucun problème puisqu'elle vient en HDJ pour faire
Puis, comme de toute façon, tout patient hospitalisé, il a droit à ses 3 écouvillons, 15 ans de chambre. Je sais pas. Parce que je ne le fais pas, moi. Ouais. Alors qu'elles viennent tous les ans. Il ou elle. Mais c'est ça, on leur dit. Après, moi, c'est vrai que je ne leur pose pas la question quand elles reviennent. Quel âge 65. 65. 65, c'est ce qui est recommandé. Je sais, non, mais je fais. Après, elle pourrait très bien s'auto-prélever toute seule et vous nous envoyer les couvillons. Hein. Mais c'est pas encore complètement démocratisé, ça. Hein. Ah, mais Ben ouais. j'ai aucun doute là-dessus. Ouais, mais toi, si elles n'en voient pas, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'elles aient un petit écouvillon HPV pour les dépister et les rappeler en leur disant hey, Allez voir votre gynéco. mais ouais, il y a de l'HPV là en plus. Donc, c'est ce que je me suis toujours dit, moi, en fait. Quand j'ai fait partie de ce groupe, mais ça, c'était un peu. Quand j'ai fait partie du groupe HS qui a changé la recommandation, je me suis dit, mais attends, mais moi, je préfère savoir plutôt que pas savoir. Donc, je trouve ça. En fait, il y avait plein de gens qui disaient oui, mais ça va affoler, même en plus, parce qu'il y a des HPV. En fait, quand tu es HPV, t'as pas forcément. Jamais, non, mais enfin, je veux dire, il vaut mieux savoir plutôt que ne pas savoir et pas. Bon. Et ça permet de rattraper les faits. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'objectif de ce changement de recommandation. On le fasse pour toutes nos lupines. Moi, je le recommande, les gars. Je le recommande. Hein. Je leur dis, en fait, voilà, la consultation gynéco, pour les pics, c'est quand même. Après, il y a le dépistage organisé. Hein. Normalement, il y a des lettres qui sont envoyées par la CNAM pour faire le dépistage. Moi, je l'ai reçu pour aller tester HPV, etc. Donc, il y a quand même une prise. Maintenant, ça peut se faire dans les labos. Ouais. Justement, ils font le prélèvement. Ouais. Il n'y a pas besoin, enfin, vous pouvez faire l'ordonnance et puis. Non, peut-être. Voilà. On leur donne tout Qu'est-ce que c'est passé là? Je sais pas, maintenant on fait des PV en ville, mais est-ce que c'est PV ou faut aller gratouiller sur le col? Ils le font pas sous spéculum, si, tu vois, si. Je crois qu'ils ont été organisés, on a raison d'un peu. Non, pas en prélèvement, en mode Autoprélèvement, c'est un découpement, en fait. Alors, c'est un PV, un autoprélèvement, tu te fais un PV, quoi. Et du coup, et on sait que c'est aussi efficace que l'HPV. Vu que la PCR HPV est ultra sensible, on sait que pour détecter l'HPV, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, c'est une porte d'entrée, en fait. Ça peut faire partie des questions de suivi. Non, mais Vous faites test HPV, oui, non, et puis sinon, vous faites l'ordonnance, quoi. Il faut demander aux patients, toi. Est-ce que Dans un bureau. Non, c'est pas du temps, ça va demander des questions. C'est un truc avec un spéculum qui est fait par quelqu'un de différent à chaque fois. Moi, je trouve ça un peu plus gênant que si c'est son propre gynéco, quoi. Après, si c'est de l'autoprélèvement. On va éteindre, on va réduire. Ouais, il y avait une question, pour la vaccination précancéreuse, j'avais il y a pour le tri, ça ne pourra pas, ça va. Donc, on n'a pas de pain, mais puis en dernière donnée, donc je m'en souviens pas efficace. On a la dernière Merci. Vous avez raté. En fait, ça passe pas là. Bon, tiens, bonne journée. C'est vrai que